Bonjour à tous, donc on est vraiment heureux qu'il y ait autant de personnes pour cette école de la SRF hors les murs. Donc on est ravis que Paris Cours Devant nous accueille. Alors, donc la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, donc c'est une association qui a été créée en 68 justement pour défendre les intérêts des cinéastes et la création d'auteurs en France. Donc vous pouvez tous venir participer, adhérer si jamais vous êtes réalisateur. Voilà, on représente toute forme de cinéma, donc que ce soit long métrage, documentaire, fiction, court métrage, animation. Donc voilà, donc il y a plusieurs événements comme notamment les écoles de la SRF, on a des ciné-clubs également. Quoi d'autre? On défend aussi les intérêts justement des cinéastes, notamment dans les négociations des droits d'auteur, de nos intérêts auprès justement des diffuseurs, tout ça. Donc voilà, donc on est à peu près 500 cinéastes de courts et de longs métrages. Donc voilà, et on va commencer. Je vais demander à Ted Hardy-Arnac de venir présenter un petit peu tout ça. Donc je te laisse. Venez, peut-être on va s'asseoir, ouais. Je vais pas être tout seul. Venez. Merci Steve. Merci à Paris Cours Devant de nous accueillir. Moi je suis très heureux d'animer cette école de la SRF autour de la question du passage du court au long métrage, parce que c'est évidemment un moment déterminant dans la vie d'un cinéaste. Et très heureux que ce soit avec vous, Laurence, Zoël et Hélène. Déjà parce que vos courts-métrages font des propositions de cinéma que je trouve très, très fortes, particulièrement fortes, et très différentes les unes des autres, donc ça c'est chouette. Et aussi parce que vous en êtes à 3 moments assez différents de votre travail sur le long-métrage. Zoël, toi tu es au début de ton développement, vous m'arrêtez si je dis des conneries. Hélène, toi tu es en financement. Et Laurence, toi, tu as déjà tourné et tu suis ton film en festival. Et donc ça va nous donner des points de vue complémentaires sur le process pour passer au long, donc c'est hyper chouette. Cette table ronde, on va la commencer d'abord en abordant des questions plutôt pratiques sur le passage du court au long métrage. Et puis après, dans un deuxième temps, on parlera d'écriture, du scénario, de comment on passe au long. Et dans une dernière partie, ce que le passage du court au long implique sur les questions de mise en scène, en termes de contraintes potentiellement, mais aussi de nouvelles libertés, perspectives. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement tous les trois. Donc je vais commencer par Zoël. Pareil, vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc Zoël H. Tu as grandi en Suisse. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Ouais. Tu fais des études de cinéma à l'ECAL et un film de fin d'études, Bonobo, en 2017, qui est un drame social rythmé, percutant, dans un HLM en décrépitude, on peut dire, qui va remporter notamment le prix du public à Clermont, enfin le film, pas le HLM, et puis tu réalises Fair Play en 2022, qui est un film sur la férocité d'un monde où absolument tout est compétitif, jusqu'à l'absurdité. Et le film, là encore, c'est une satire sociale, peut-être plus cruelle encore que Bonobo, je pense, et avec toujours un sens aigu du montage, de la tension. Et le film est primé notamment à Clermont, à Locarno. Et là, tu es sur ton premier long métrage, accompagné par Shifumi. Et c'est une adaptation très libre d'un roman de Joan Zarca. Exactement. Super. J'ai pas fait d'erreur. Hélène Rosselet-Ruiz, toi, tu as d'abord intégré les ateliers égalité des chances à la FEMIS, puis le département organisation de la FEMIS, toujours. Et c'est là, pendant tes études, que tu réalises des courts-métrages en solo, notamment Les Vins Sales, qui racontent une certaine violence de classe, et aussi la possibilité, ou peut-être l'impossibilité, d'une sororité entre deux femmes qui viennent pas du tout du même milieu, puisque l'une est liée à la famille royale saoudienne, et que l'autre est française et femme de ménage pour la première. Et puis ensuite, tu as fait Pas le cœur assez grand, qui est un film plus intimiste, poignant, sur la relation salvatrice d'un petit garçon dont les parents sont en train de se déchirer avec son chien, qui est un peu son meilleur ami et qui va disparaître. Et en parallèle, tu as réalisé plusieurs courts-métrages avec ta sœur, Marie, notamment Ibiza, produit par Vagabundo, et Les Reines du Mambo, produit par Top Shot et l'Arca Film. Et tu es actuellement en financement de ton premier long-métrage, donc Le Triangle d'Or,
qui est coécrit avec Pauline Guéna et qui est produit par les films de Pierre. Et Laurence, toi, tu as grandi à Paris. Tu fais le programme La Résidence de la Fémis en 2017. Et c'est là que tu réalises ton premier cours, Little Jaffna, dans lequel tu joues d'ailleurs aussi, qui suit le quotidien de deux Tamouls dans le quartier tamoul de Paris, qui donne son nom au court-métrage, alors que la guerre fait rage au Sri Lanka et que les deux personnages ont des familles qui restaient au pays. Puis tu réalises un moyen-métrage avec Agathe Film ex nihilo cette fois-ci, The Loyal Man, qui se concentre plus directement sur la mafia tamoule à Paris. Et voilà, c'est l'histoire d'un homme de main, on va dire discret, et qui se pose la question de sa loyauté envers l'espèce de parrain de mafia tamoule, qui est un homme, on va dire, intransigeant et sans scrupules. Et tu reçois le prix d'interprétation, toi-même, pour ce film à Clermont-Ferrand. Et le film est sélectionné au César du meilleur court-métrage 2021. Et aujourd'hui, tu as terminé ton premier long-métrage, donc Little Jaffna, qui a le même titre que ton court, mais qui est une autre histoire en vérité. Toujours accompagné par Agathe Film ex nihilo. Et en fait, le film a été sélectionné à Venise, à Toronto, et il sort le 30 avril, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, merci déjà à vous trois d'être là. C'est hyper chouette. Et peut-être, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour apprendre un peu à se connaître, mais on va dire en essayant de répondre quand même rapidement, parce que c'est une question qui peut vite... Voilà, en fait, j'avais envie de savoir d'où venait votre cinéphilie, d'où vient votre envie de cinéma et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films. La trilogie du samedi. Moi j'allais pas spécialement au cinéma quand j'étais enfant jusque tard, et du coup l'accès à des histoires et à des récits mis en images, c'était la télévision avec les séries de fin de journée et le samedi soir, la trilogie du samedi. Voilà, et après j'ai découvert d'autres choses, les films du vendredi, les films du dimanche, et puis le cinéma. Voilà. Rythmé par la semaine, quoi. Moi, pareil, c'est un peu comme toi, sauf que moi, c'était plus avec Internet. C'était YouTube, Dailymotion. Puis le cinéma en Suisse, ça coûtait très vite cher. Donc, c'est vraiment avec Internet, en fait. Je vais paraître vieux. Moi, c'était avec les VHS. Je regardais... du coup, c'était des films tamouls, beaucoup, parce que... les héros, ils avaient un peu ma couleur de peau, donc j'arrivais plus facilement à m'identifier. Donc c'était un peu ce cinéma-là qui m'a bercé, qui m'a donné envie de devenir acteur au début. Et après, il y a aussi les films du dimanche, où je regardais les films du dimanche. J'allais pas spécialement au cinéma. Je crois que mon premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Titanic. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai envie de faire du cinéma un peu spectaculaire. Et voilà. Ok, trop bien. Alors on va peut-être rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc comment on passe du court au long, en commençant par des considérations assez pratiques. Et je pense au cœur de cette considération pratique du passage du court au long, il y a la question du producteur, de la productrice d'ailleurs. Tous les trois, vous avez fait des courts-métrages produits. Vous êtes dans des cas un peu différents d'ailleurs, parce que Hélène, toi, tu as fait des films d'école à la Fémis et des films avec différentes sociétés de production avec ta sœur notamment. Et finalement, je travaille avec une autre société de production qui est Film de Pierre. Je crois pas qu'ils aient travaillé sur tes courts-métrages. Si, dans le sens où les films de Pierre, en fait, Marion Giuliani, c'était mon intervenante en 3e année à la Fémis. Donc on s'est rencontrés sur un travail sur un film. Après, elle a mécéné mon film de fin d'études, donc il y a eu quand même un suivi. Et par ailleurs, je travaille sur un autre projet avec Top Shot, avec qui on travaille avec Marie. Donc il y a une continuité malgré tout. Très bien. Zoël, toi tu bosses avec Yukun Kun sur Fair Play, mais tu pars finalement avec Shifumi. Et Laurence, pardon, toi tu as fait ton moyen métrage et ton long métrage avec Agathe Film ex nihilo. Donc voilà, moi ma question c'était... Je voudrais aussi rajouter que c'est aussi avec un élève de la promotion production, du coup Simon Bleuzet, que j'ai rencontré à la Fémis, donc avec qui j'ai fait Little Jaffna. Après, c'est lui qui est parti trouver Agathe Film, donc c'est grâce à lui qu'on est allé chez Agathe Film. Et donc on a coproduit le film avec Marc Bordure, et après derrière on a fait Little Jaffna ensemble. Donc c'est une relation qui s'est fait à peu près 8 ans quand même. Okay. Donc je l'ai rencontré à l'école. Vous avez commencé à répondre, je vais quand même aller au bout des questions. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous racontiez comment vous avez trouvé le producteur de votre long métrage et pourquoi vous avez décidé de continuer ou pas avec les producteurs de vos cours, quoi.
Moi, pour ma part, moi je bossais beaucoup avec Yukon Kun et là pour le moment je me suis engagé sur un autre projet avec un producteur qui s'appelle Paco. On a eu un coup de cœur, on s'est rencontrés, puis on parlait de films de genre et puis je lui avais soumis une proposition d'un film de genre mais qui va pas se faire finalement. Mais c'est comme ça qu'on a commencé en fait à nouer une attache. Et moi je suis pas contre continuer à développer avec Yukon Kun. C'est juste que pour le moment voilà, j'essaie de juste finir un projet et pas trop me perdre dans plusieurs promesses. Donc la porte n'est pas du tout fermée, c'est juste que là maintenant je me... Et cette rencontre avec Paco, ça s'est passé comment C'est vraiment un peu hasardeux, je sais plus trop, je crois que c'était mon agent qui m'avait juste proposé de faire un peu un date avec lui. Et on parlait, et puis en fait on parlait tout sauf du cinéma, et c'est là qu'on s'est rendu compte on a pas mal de points en commun, et puis on a commencé à partager... moi je lui ai partagé des projets, de la lecture, des choses, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est un peu... et comme c'était un mec aussi qui avait à peu près mon âge, on se comprenait assez bien, etc. Et donc ça a pris du temps avant qu'on puisse nouer un truc un peu de confiance. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Lorenz, du coup, tu disais que c'était un camarade de promo qui t'a mis en contact. Comment après ça s'est fait, Moi, en fait, à la FEMIS, il y a je sais pas si ça existe toujours, mais peut-être un genre de... un rituel où pas un rituel, mais tu montres un extrait de film et après tu te présentes devant tes camarades. Alors moi ça existait toujours, mais je crois que ça n'existe plus. Ok. Et en fait, donc c'est un moment qui est un peu... moi je l'ai un peu mal vécu parce que c'est un moment où t'as l'impression que tout le monde met des extraits hyper de Godard, Truffaut, des trucs, vas-y, je te montre ma cinéphilie. Moi j'arrive avec les films de dimanche, catastrophique. Et en fait, je vois en fait Simon, donc le producteur en question, c'est un des seuls qui avait mis un extrait de Michael Mann, je crois que c'était Collatéral. Et donc moi, je kiffais le cinéma Quinry, donc j'étais un peu dans un truc de me dire, ok, c'est un des mecs vers qui je suis allé naturellement à la sortie du truc en disant, ouais, j'ai kiffé ton extrait, et ça s'est fait comme ça au départ. Et après, derrière, c'est vraiment, nous, quand on était à la résidence, on a 11 mois pour faire un film de fin d'études, et après partir, quoi. Donc il y avait ce truc de trouver tout de suite un producteur, quelqu'un, et on n'était pas dans un truc on n'avait pas le temps, et en même temps lui il est rentré en première année, et on s'était dit j'avais accroché avec lui, je voulais pas partir avec quelqu'un qui était plus confirmé, on a fait des erreurs ensemble, et c'est comme ça qu'on a fait Little Jafna, le premier court-métrage, et en fait c'est bien passé parce que finalement, je veux dire, le court-métrage m'a ouvert des portes. Ce court-métrage-là nous a permis en fait tout simplement de passer au long. Donc j'ai fait un court-métrage et derrière j'avais déjà des propositions dans les boîtes de production plus capées, plus seniors qui me disaient viens chez nous. Et en fait moi j'avais toujours eu un truc de loyauté qui faisait que je me suis dit j'ai commencé avec ce mec-là, j'avais envie d'aller avec lui sur le long. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire qu'on allait s'associer tous les deux et qu'on allait faire ensemble les films. Et donc ça s'est fait un peu naturellement comme ça où on a fait The Loyal ensemble, et il y a toujours son lot de galères. Et après derrière, il y avait, vu qu'on avait, quand j'ai signé, en fait j'ai fini mon film 2017 et j'ai signé le long en 2017. Et donc quand j'ai commencé à signer le long, j'ai demandé à faire un moyen métrage entre temps pour continuer à m'améliorer pour être prêt pour le long. Et donc ça s'est fait comme ça et on a été sur les 3 films ensemble comme ça. Bien. Et toi Hélène, tu peux parler un peu de ton rapport à Marie-Ange Luciani, comment c'est passé, comment vous avez matché? Disons que en fait, sur les films de 3e année à la FEMIS, il y a un intervenant, mais parfois, ça peut rester simplement un intervenant sur un film une année. Il se trouve que j'avais senti qu'on s'était bien entendu, qu'on partageait des endroits de cinéma, des endroits même de rapport aux questions sociales et tout ça. Et je savais qu'elle voulait lire ce que j'avais à proposer à la sortie de l'école. Je lui ai naturellement envoyé. Après, on s'est vus et en fait, elle m'a proposé un autre projet que ce que je développais à ce moment-là. En fait, elle m'a proposé de poursuivre sur la thématique du court-métrage que j'avais fait en 3e année. Et c'était... disons que je pensais pas que c'était possible. Et donc, j'y avais pas pensé, mais en y réfléchissant, ça m'excitait énormément. Et je me suis dit, oui, ça me paraît être une super idée. Il se trouve qu'à ce moment-là, je commençais à travailler sur un projet de long avec un camarade en production de la FEMIS et s'est posé la question de... ça n'a pas été un moment très facile parce qu'en effet, il y a cette question de grandir ensemble, de loyauté et tout ça. Et en même temps, moi, je suis rentrée très, très tardivement,
par rapport à d'autres, quoi. À la FEMI, j'avais 27 ans quand je suis rentrée. Je travaillais avant d'entrer à la FEMI, j'ai eu besoin de gagner ma vie pendant. Et la possibilité de développer un film dans une situation un tout petit peu plus confortable qu'avec un camarade plus jeune que moi qui sortait d'école et qui n'avait pas de possibilité de m'accompagner, ça s'est posé forcément. Moi j'avais besoin de vivre en fait, ce qui a posé des difficultés, mais après coup on s'en est reparlé et ça, tout va très bien. Mais c'est vrai que c'est une question, quoi. Je vois ma sœur, par exemple, elle est partie avec sa productrice qui travaille avec le producteur de Laurens à la sortie de l'école, qui est une amie, et elle n'a jamais regretté. Il est sûr que ça a pris plus de temps. Mais voilà, moi, en tout cas, je regrette pas ce choix-là et on s'est rencontrés sur ce film et là, on est en pré-prépa et ça se passe bien, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait un choix d'opportunisme, au contraire. Je pense qu'on se rencontrait très bien sur ce projet et que, voilà. Bien. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, très bien. Je propose qu'on regarde un premier extrait, qui est un extrait réalisé par Laurens. Voilà, on en parle après. Wesh, tu sais pas manger normalement? Comment ça, je suis parti? Faut aller chez les tamouls ici ou pas? Pourquoi tu fais le babtou? Mange avec tes mains. T'as peur de te salir? Mange avec tes mains, on t'a dit. Finis-le. Non, prends-le là. Une deuxième, là. Prends là. Vas-y là, bouffon. Vas-y, écoute-le là.
tout ici. Regarde-moi quand je te parle. Mange avec tes mains. Vas-y, accélère, j'ai pas ton temps. J'aime bien ça. Mange avec ça. Vas-y, prends-le. Prends-le. T'attends quoi? T'as peur? T'as peur? Regarde-moi quand je te parle. Hein? C'est une vieille blanche ta daronne? வெள்ளைக்காரன் கலத்துறதா இப்படி இருக்கும். இங்க வா, இங்க இரு. டேய், போய் கோய் பண்ண இந்தா. தள்ளு. பேர் என்ன? Asuran. C'est pas Asuran, c'est le blanc. Donc voilà, c'est un extrait sur lequel on pourra revenir pour des questions de sujet, d'univers cinématographique, de mise en scène, notamment avec ces scènes un peu de groupe, de liesse qu'on retrouve dans tous les films. Mais j'ai choisi de le passer à ce moment-là parce que c'est un extrait particulier, dans le sens que c'est ni un extrait d'un de tes courts-métrages, ni un extrait de ton long-métrage. Ce qui m'amène à la question que je vais vous poser à tous les trois, mais du coup d'abord à Laurence, puisqu'on a vu cet extrait. À un moment donné, vous avez un projet de long-métrage. Quelle est la stratégie? Est-ce qu'il y en a une déjà avant ou après d'ailleurs pour trouver le producteur, pour mettre plus de chances de votre côté pour faire le film? Et toi Laurence, je sais que tu as une vraie stratégie de recherche de label. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler, du coup, expliquer d'où vient cet extrait? En fait, pour moi, ce qui était très important, j'allais faire un long métrage avec zéro tête d'affiche, que des franco-tamouls pas connus, des acteurs pas connus. Donc il y a quelque chose où c'était très, dès le début, dès l'écriture, on m'avait dit que c'était très 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 compliqué de financer un film comme ça. Et donc moi je me suis dit, il faudrait que j'ai un scénario béton qui puisse avoir plein de labels. Donc j'ai commencé à collectionner tous les labels possibles de résidence d'écriture. Donc j'avais fait la sélection du groupe la sélection du groupe Ouest. Donc j'avais fait ça, j'avais fait l'atelier Grand Nord, j'avais fait les ateliers d'Angers, et il y avait Émergence. Et Émergence, en fait, ce qui était pas mal, c'était qu'on pouvait tourner une séquence comme un teaser qui pouvait donner une idée aux financiers pour se dire ah ok, ça va ressembler à ça, plus ou moins le film. Et donc moi j'ai décidé de passer cet extrait là parce que pour moi c'était très compliqué quand on le dit verbalement, c'est pas toujours facile de voilà, je vais faire un film avec que des franco-tamouls, ça parle en français, ça parle aussi en tamoul. Et en fait, il y a un truc où c'est pas clair, et le fait de le mettre en image, d'un coup, ça devient plus clair pour les gens, en disant ah ok, donc ça va, c'est plus dans cette direction-là. Et donc c'est vrai que ce teaser-là, moi, m'a accompagné dans tout le financement de mon long. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit pendant 5 ans, et le financement, il s'est fait en 4 mois. Donc ça a été assez vite, le financement, quelque part. Donc pour moi, c'était l'idée, c'est que quand quelqu'un recevait le scénario, il voyait tous les labels, et il disait c'est impossible que je sois à côté de ce film. C'était ça ma stratégie. Zoé, Hélène, est-ce que vous aviez une stratégie, ou est-ce que vous avez une stratégie aussi élaborée? Pas du tout. Non, là pour
pour le moment, moi je suis encore à un stade trop embryonnaire pour avoir quoi que ce soit comme. Justement, moi je fais un peu l'effet inverse, j'essaie de pas avoir trop de stratégie pour le moment, sinon ça va me braquer, je saurais plus quoi écrire. Donc j'essaie d'arriver à un stade où j'ai déjà un objet, et puis après coup. Mais je t'avoue, je n'ai pas de stratégie, puis surtout le projet qu'on est en train d'envisager, c'est vraiment. C'est un projet un peu de niche, enfin après, tu vois, je me suis même pas posé ces questions, je suis désolé, j'ai pas encore vraiment de stratégie. Mais c'est intéressant de savoir qu'à ce moment-là, tu arrives plus avec une fraîcheur et moins en stratège. Ouais, ça me fait transpirer d'ailleurs. C'était pas pour mettre de la pression. Hein. Non, moi non plus. Après, j'ai pas mal d'amis et de collègues qui sont passés par... aussi parce que parfois quand l'écriture est... Enfin, c'est non seulement des labels, mais c'est aussi parfois des prix de scénario ou des choses qui viennent aussi faciliter le parcours, ne serait-ce que... moi j'en reviens souvent à des questions triviales, mais quand on écrit, il faut vivre, quoi. Et donc avoir certains labels permet d'avoir des bourses, des choses comme ça. Moi, sur le premier long, en tout cas, je crois que j'ai eu de la chance d'avoir une écriture assez préservée. On a écrit vraiment le fait de travailler aussi avec une productrice plus chevronnée que moi je ne le suis, bien plus. En fait, elle a financé l'écriture pendant 2 ans avec ma co-scénariste et on ne s'est pas confronté à des appels à projets, à des labels. À la fois, ça nous a permis de travailler sereinement, vraiment en se concentrant sur le film. À côté de ça, quand on a commencé le financement en septembre, j'avais vraiment un sentiment de saut dans le vide, d'un coup d'ouvrir la porte et de dire on va voir ce que les gens en pensent, en dehors de nous, en dehors des lecteurs. J'ai de la chance parce que ça se passe bien et ça a bien répondu, mais c'est vrai que ça avait un côté un peu vertigineux, je voyais par rapport à des camarades qui en fait étaient passés par plein d'appels à projets, d'étapes, de commissions. Ils avaient l'habitude de davantage défendre leur film aussi, ce que moi j'avais pas encore fait, et ça m'effrayait pas mal de ce fait-là. Mais j'ai été préservée par contre de ce que ça peut générer comme deadline, comme nécessité de devoir répondre aussi à certains critères. Quand on envoie des projets à des commissions, ils ne demandent jamais le même nombre de pages, jamais les mêmes types de documents et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, moi, à cet endroit-là. Et tu parlais justement de la difficulté potentiellement financière, parce que c'est très long, hein. Tu parlais de 5 ans d'écriture, Laurence. Toi, c'était un peu plus court, Hélène, mais c'est quand même une vraie question qui se pose. Comment vous avez... comment toi, Zoël, tu penses financièrement pour les 2, 3 ans, 4 ans peut-être qui t'attendent sur ton nom, et Hélène, Laurence, comment vous avez fait pendant ce temps-là? Très difficile aussi, très très bonne question. Non, moi c'est un peu un mix. Moi c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait un mix entre de la pub et la fiction. Ma passion c'est quand même la fiction, sauf que c'est vrai que la fiction, je sais pas pour vous, mais je l'ai pas directement associé à un moyen de gagne-pain, quoi, tu vois. Pendant un long moment, là je commence en fait à me rendre compte que effectivement tu peux être payé à écrire. C'est que maintenant que je me rends compte. Mais j'ai encore dissocié, du coup c'est vrai que je fais des moments de break, ça dépend quand j'ai des projets de pub qui me permettent en fait... mais c'est terrible parce que après, pendant 2 mois, t'es absent, quoi. Enfin, t'es presque sur un autre truc où tu te donnes à fond. Film, ouais. Donc moi c'est ça qui me permet, là ça fait 1 an que j'ai baissé un peu la pub, et en plus c'est démoniaque parce qu'une fois que t'en fais moins, on t'appelle moins aussi, donc t'es en plein stress parce que t'es en train de te dire je fais un sacrifice. Donc je suis dans cette zone-là, où je suis peut-être moins appelé, mais en même temps j'essaie de remplir ma fonction en tant que cinéaste, on va dire, entre guillemets. Mais c'est un peu, c'est à base de pâte au beurre pendant un petit moment. Non, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un contrat d'écriture qui était plus que correct pour un premier long métrage. Ceci étant dit, ça ne me permet pas du tout de vivre pendant 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, j'ai l'impression que c'est important de le dire parce que souvent, je sais que pas mal de personnes posent la question et s'étonnent de mon temps et tout, en se disant je vais pas pouvoir vivre avec ça. En l'occurrence, c'est courant de pas pouvoir vivre. Enfin, je dis pas que c'est normal, mais je dis que ça arrive
arrive souvent. Moi, j'ai fait pas mal de fiches de lecture pour des boîtes de distribution. J'ai plusieurs projets d'écriture en même temps et je fais des ateliers avec des jeunes et des moins jeunes et pour faire mes heures d'intermittence. Mais oui, on ne peut pas vivre d'une seule écriture. Et tes projets d'écriture sont différents, il y en a plusieurs qui sont sous contrat et donc Ah ouais, t'as ils les sont tous conversations, sous contrat. Oui, j'ai de la chance. t'accumules un peu. Ouais. Très bien. Et toi, Laurence, c'est 5 ans d'écriture. La loyauté a un prix. C'est sûr, pour moi, ça a été un peu de la survie. Moi, quand j'ai signé j'ai toujours eu une stratégie. Ça, c'est quelque chose que... Même que ce soit à la FEMIS, quand on rentre dans la résidence, on nous donne 11 mois et on a un court-métrage pour réussir. Sinon, derrière, c'est fin de course et on oublie. Donc c'était un peu ce truc-là de me dire qu'on va me donner une chance et je vais devoir la saisir. Donc je suis un peu dans cette mentale-là. Donc quand j'arrive chez Agathe Film et que je demande à faire un moyen-métrage entre le long-métrage, ce que je fais, c'est que je négocie avec les prods d'avoir mon statut d'intermittence avec le moyen-métrage. Et d'avoir le statut d'intermittence, ça m'a permis de tenir 1 an. Donc et donc ça a été ça. Et à un moment donné, j'ai mis 5 ans à écrire. Donc c'est un truc où au début, quand on signe, on nous donne l'impression que ça peut aller très vite. Sauf que parfois ça peut prendre du temps. En l'occurrence, moi ça a pris 5 ans. Donc derrière ce que j'ai fait moi, je me suis dit que j'allais faire un autre projet en parallèle. Donc j'ai commencé à écrire un projet pour une plateforme. Et en fait, il y avait, j'ai eu plein de prods qui se sont manifestés. Donc je suis parti avec Shifumi justement pour ce projet-là. Et j'ai été très bien payé pour développer ce projet-là. Donc je développe ça pendant 2 ans. Donc j'étais pas payé sur mon premier long métrage, donc j'étais payé sur celui-là. Donc je développe, et ça c'était ce qui est assez pratique comme disait Hélène. Moi pour le coup, c'est que j'avais fait l'aide à l'écriture. Donc ça aussi c'était... Ah oui, ça c'est un truc, ça c'est une petite astuce, je vous la donne, c'est cadeau. C'est que souvent, quand l'aide à l'écriture, c'est une aide que vous pouvez demander à part. Et ce que vous allez négocier avec les producteurs, c'est à part. C'est pas cumulable. C'est pas cumulable. C'est que c'est un truc que vous pouvez cumuler les deux. Mais souvent, quand on a l'aide à l'écriture, parfois si on est avec les prods, ils vont dire du coup on va te payer moins parce que tu as eu l'aide à l'écriture. Donc j'ai fait l'erreur sur le premier long. Sur la deuxième, j'ai rien dit. J'ai posé mon projet, j'ai négocié mon contrat en parallèle. Et donc j'ai l'aide à l'écriture à côté, et j'ai aussi mon contrat d'auteur. Donc je cumule les deux et je suis à l'aise pendant 2 ans pour écrire. J'ai pas besoin de faire d'autres choses pour écrire ou de travailler à côté. Parce que pour moi, ce qui était très important, et c'était ça le mindset, c'est que je voulais faire uniquement ça. Pas me concentrer dans avoir un travail à côté, un job alimentaire et perdre mon énergie sur d'autres trucs, juste focaliser sur mon métier principal. Donc j'ai commencé à écrire ce film-là. Et derrière, en fait, ça m'a permis, en parallèle, quand j'écrivais sur les 2 projets, quoi. Donc j'ai avancé, vu que j'étais moins bien payé sur le premier, donc du coup, j'étais de jongler avec les 2. Et c'est comme ça que j'ai tenu, en tout cas, cette période de 5 ans pour faire le long. Et petit truc pour terminer, le projet que j'ai écrit pendant 2 ans, plateforme, quand j'ai présenté le film aux plateformes, toutes les plateformes m'ont dit « c'est un film niche avec que des tamouls, pourquoi les Français iraient voir ce film-là ?» Et donc j'ai eu un refus avec ce projet. Et donc je me suis dit, je vais passer par le cinéma, faire mon premier long et après revenir avec d'autres projets. Voilà. Très bien. Non, mais parce que je sais pas vous, mais c'est de toute manière quand on écrit même un projet de long métrage, on n'est pas, c'est impossible parce que parfois on attend des retours, parfois on n'est pas 24/24 toujours sur le même projet de 8h du mat à 17h du lundi au vendredi et peut-être le samedi et le dimanche. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'avoir plusieurs projets d'écriture. J'ai l'impression. Oui, et c'est souvent, parfois, pour les producteurs, parfois c'est de se dire s'il a plusieurs projets d'écriture, il va être moins efficace sur le projet en question. Et donc il y a toujours ce truc de fais-en un, c'est bien, t'as pas besoin d'aller voir. Et donc tu as toujours ce truc d'un coup de dire, en tout cas pour moi, d'avoir 2 projets en parallèle, c'est pas mal. Parce qu'il y a un moment donné, tu t'essouffles sur un projet, tu as les retours, t'en as marre, tu te dis vas-y, c'est quoi, je vais bloquer sur celui-là, je vais aller sur l'autre. Et ça permet d'avoir une respiration et après derrière de repartir sur l'autre. Moi, c'est ce qui m'a... J'ai vraiment eu une saturation avec mon premier long, j'arrivais pas, au bout de 2 ans, j'étais là, je tournais en rond et je me suis dit je vais jamais y arriver. J'ai lâché l'affaire pendant 1 an et demi. Je suis allé sur un autre film, j'ai réussi à l'écrire du début à la fin, je me suis dit je peux le faire. Je suis revenu sur le long et après c'était fluide, quoi.
on parle d'écriture, donc ça tombe bien, on va aller vraiment sur l'écriture, sur le scénario, sur le sujet, comment on passe du court au long. Et pour commencer, on va regarder un extrait des Mains Sales, donc le court-métrage d'Hélène. Pareil. Si on peut commencer cette fois-ci. Merci. C'était pas 780? Bon, écoute, on faisait comme ça avec Raymond, ok? Ouais, moi ça fait pas longtemps que je suis là et j'aimerais bien que ça se passe bien. Tiens. Merci. Salut, au revoir. Yes. Madame! Madame, laisse-moi un call, madame! Mate, you have to leave. Men of the family are coming. They can't see you here. Close the door. Quick, quick! You have something in the kitchen? My bye. Okay. Mother! Look, we have to hide. Take everything. Go, hurry, go. Outside. Go. Don't touch me. I'm sorry. I'm sorry. It's okay? Yes, sir. Come for shisha, right? Yes, come.
Donc voilà, c'était un extrait de ton court-métrage Les Mains Sales. Donc le long que tu vas tourner, tu l'as dit, le Triangle d'Or, c'est un peu, d'une certaine manière, un prolongement de ce film, on peut dire ça. Donc tu as un peu répondu tout à l'heure, parce que j'ai demandé à quel moment tu te dis que ce sujet, c'est pas seulement un sujet de court, mais un sujet de long. Donc tu disais que c'était pas vraiment toi, en vrai, qui avait lu ce qui était... Mais je vais quand même et poursuivre. Comment tu arrives, à partir d'un scénario de 20 minutes, à imaginer un scénario de long métrage? Et je pose cette question vraiment à la lumière de l'extrait qu'on vient de voir, parce qu'il y a une place pivot dans ton court-métrage, et je crois qu'il y en a aussi une dans ton long. Donc comment une scène comme celle-ci passe d'une intrigue de court-métrage à une intrigue de long-métrage, en fait? En fait, les choses se sont passées un petit peu différemment quand même. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait des ménages chez des Saoudiens à Paris. Donc, c'est-à-dire que quand je cherchais un sujet pour un film de 3e année, à la Fémis, on a des contraintes spécifiques. C'est un film de fiction de 20 minutes dans un décor... Enfin, il ne faut pas multiplier les décors parce qu'on a peu de moyens. Et donc, en parlant avec un autre intervenant, il me dit, mais cette expérience que tu as... Et moi, je voyais bien que de cette expérience, j'avais envie déjà de raconter quelque chose, mais j'étais pas sûre que le court-métrage était l'endroit et le format qui pouvait me le permettre. Et en fait, cet intervenant m'a dit, mais si, il y a quelque chose à tirer, machin... Et donc, on a beaucoup travaillé à trouver une situation tirée de mon expérience pour écrire ce court-métrage. Et donc, forcément, quand Marie-Ange m'a proposé de poursuivre ce travail, elle savait par ailleurs qu'en fait, de par cette expérience que j'avais eue moi, il y avait de la matière pour d'autres choses. Okay. Et que évidemment, pour le long métrage, on a rencontré, il y a eu tout un travail documentaire, etc. Mais disons qu'on n'est pas tant parti du court métrage que de mon expérience dans les deux cas. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, à la scène. Pardon. En fait, cette scène, il s'est trouvé que, là, c'est un film de 3e année à la Fémis. Donc voilà, en termes de moyens, de décors, moi quand je le vois, je trouve ça un peu décevant, parce que c'est sûr que ce que j'avais rêvé et par rapport au décor, moi, que j'ai connu, dans lequel j'ai travaillé et tout, ce à quoi on avait accès était forcément pas à la hauteur, mais en tout cas, disons que dans le développement du long métrage, il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué, qui se sont approfondies, d'autres qui n'existent plus. Mais disons que le fait de travailler sur une situation de huis clos et qu'à un moment donné, ce huis clos soit perturbé par l'irruption de personnes extérieures qui ne sont pas qui ne vivent pas là normalement et qui peuvent mettre en danger la situation des gens qui vivent sur place, ça a toujours été là. Et s'il y a des séquences qui ont bougé, qui ont apparu, qui ont disparu dans l'écriture, celle-ci, alors évidemment, elle s'est transformée, mais elle est toujours restée présente. Dans le court-métrage, il fallait quelque chose d'assez simple, avec une pièce accessible et tout ça. Donc là, il y a un petit côté qui me fait marrer, parce que ce dressing un petit peu qu'on avait composé avec des moyens d'étudiants, il y a un petit côté presque vaudeville, avec le placard dans le couloir et tout. L'idée s'est évidemment développée et a pris une autre forme dans le long-métrage. Mais c'est resté là toujours parce que en fait ça faisait aussi partie de mon expérience. Moi, quand je travaillais, que je faisais des ménages, donc en fait on n'avait pas le droit d'être dans certains espaces des appartements quand les hommes étaient là. Et donc cette espèce de promiscuité d'un coup avec des femmes avec lesquelles on ne partageait rien d'autre qu'un lien de subordination, autrement, m'avait particulièrement marquée. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est resté toujours dans le film. Alors, Laurence, Zoël, donc les liens sont peut-être un petit peu moins directs, quoique pour toi, Laurence, il y a quand même un lien fort, notamment géographique et thématique, entre vos courts et votre long. Mais pour prolonger un peu la question, comment on trouve un sujet pour le long métrage? Comment on décide tout à coup que cette idée, c'est pas forcément une idée de court métrage, mais une idée de long métrage, et que ça vaut le coup d'y aller, que c'est celle-là qu'on a envie d'aller développer? Ça marche plus.
Ouais. Pour moi, en fait, une idée de long métrage, bon, en tout cas, ce qui était hyper important pour moi, c'est que je me dise ce qu'il fallait, c'est que les 3 ans, voire les 4 ans qui arrivaient, fallait que je reste sur ce sujet-là. Que je vois pas d'autre chose que ce sujet-là me tienne en haleine pendant 4 ans, minimum. Parce que ce qu'on nous expliquait à la FEMI, c'est qu'en moyenne, quand tu fais un long métrage, c'est entre 4 et 7 ans. Donc je me suis dit, ok, au minimum, il faut que je tienne 4 ans avec ce sujet-là. Et donc c'est vrai que sur mon premier court-métrage, je parle d'un territoire qui est le quartier à La Chapelle, qui est dans le 18e arrondissement, qu'on appelle Little Jaffna. Et donc je parle de cet arrondissement, de ces gens qui vivent là-bas. Et j'adore les films de genre, un peu comme Zoël. Donc il y a un truc où je me suis dit, je vais raconter des histoires un peu différentes. Et pour moi, le court-métrage, ça a été assez dur, parce que j'avais l'impression de devoir raconter des toutes petites histoires. Moi, quand je vous disais que je regardais des VHS, les films tamouls en question, c'est 3 heures minimum. Donc à un moment donné, faire un film de 20 minutes, de 10 minutes, c'était l'enfer pour moi, parce que je voulais raconter plein de choses. Et donc du coup, pour moi, le long métrage, ça a été plutôt l'inverse, où j'avais énormément de matière, et en fait, il fallait que je trie. Parce que souvent, sur un premier long métrage, on a envie de mettre tout, en disant peut-être c'est le dernier. Et donc, il y a ce truc-là où, moi, ce qui m'a pris du temps, c'est de hiérarchiser ce que je voulais raconter, ce qui était important pour moi. Et c'est vrai que, par exemple, là, ce truc de manger avec les mains, dans la petite séquence que vous avez vue, ça peut paraître dérisoire, mais c'est un des trucs qui est hyper important dans mon long métrage, et je ne l'avais pas vu venir à l'époque. Et je me suis dit, c'est marrant, là je le redécouvre avec vous, et je me dis, je l'avais fait depuis le court métrage, quoi. Donc pour moi, je crois que c'est vraiment, c'était pas du tout lié, mais en tout cas, je sais que je voulais parler de ce quartier et de cette communauté. Et à partir de là, le sujet, c'était, je voulais faire les infiltrés de Scorsese, mais à ma sauce, quoi. Toi, Zoël, comment tu trouves ton sujet ? Pareil, pour moi c'était assez mystique, parce que je pense que j'étais un peu dans un déni. En fait, moi, les courts-métrages, j'avais une idée d'un fond, mais c'était surtout la forme qui m'intéressait avec le court-métrage, parce que je le voyais comme un exercice où je me suis dit, justement, le court-métrage, c'est peut-être pas reproduire le long-métrage, donc essayer de trouver une forme qui appartient vraiment au court-métrage. Donc je m'étais amusé là-dedans, et quand il fallait passer au long-métrage, mon logiciel a complètement changé, je comprenais plus trop en fait. Et puis j'avais gardé cette idée de ok, long métrage, maintenant je vais essayer de. J'avais des sujets de fond comme ça, mais je voulais absolument essayer de trouver, m'éclater avec la forme, une forme narrative. Ça peut être un film choral, ça peut être un film à l'envers, tu vois, Memento, un truc comme ça. Je voulais absolument essayer de trouver, et puis après je cale une idée que j'avais. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent, mais c'est un peu comme toi, Laurence, où il fallait que je trouve un sujet avec lequel. Vas-y, il faut que je tombe amoureux pendant 5 ans et que je lâche pas le truc. Et donc, ça m'a pris du temps, en fait, de trouver vraiment le sujet. Il y avait des sujets, je commençais, tu fais un premier traitement, et après tu commences à l'abandonner, parce que tu n'as plus forcément d'amour, donc tu le gardes de côté, etc. Et je suis retourné à un truc d'enfant, c'était simplement, tu as envie de parler de quoi ? Moi, je voulais faire un de mes rêves que j'ai mis de côté, parce que je n'osais pas, parce que c'était trop de genre en fait, et que je travaillais avec un peu des producteurs qui étaient très dans des films d'auteur. Du coup, il y avait un échange qui était assez compliqué. Et moi, je voulais faire un truc très simple, tu vois, une espèce une odyssée urbaine, quoi, un thriller qui se passe en un soir, bam. Et à partir de là, essayer d'injecter un maximum d'action, et puis il y a un fond. Je sais pas trop lequel c'est, mais que petit à petit, il va commencer à naître. Donc c'était compliqué pour moi d'accepter ce process-là, en fait. Ça m'a pris du temps pour accepter ce process-là. J'en suis en plein dedans, je dis pas que c'est réussi, mais je m'efforce à m'accrocher à ça, quoi. Et comment tu arrives à un moment donné à l'idée d'une adaptation, finalement ? Parce que en fait, j'étais en train de développer un autre film qui était un film choral, justement, très ambitieux, où c'est la thématique, en fait, c'est un film avec un thème narratif un peu comme Gomorrah, donc ça veut pas dire que c'est des histoires un peu indépendantes, il n'y avait pas forcément de croisement, et puis ça tourne autour de la chirurgie esthétique. Et c'était un film, encore une fois, je me suis dit, putain, un premier long, ça va coûter cher, enfin bref, j'arrivais pas à me dire, putain, on va partir avec un film qui va être coûteux, où ça parle plusieurs langues, etc. Et je me suis dit, non, il y a un livre que j'avais lu qui était un peu dans cette veine-là, thriller urbain, très linéaire, ça s'axe autour d'un personnage
Quand je te dis linéaire, c'est que c'est très peu ellipsé, quoi. C'est vraiment au cours d'un soir, et forcément c'est un peu ellipsé quand même. Mais c'est pas sur 3 mois, quoi. On n'est pas sur un récit. Et du coup, j'en parlais avec mon producteur, je lui dis écoute, moi il y a ce projet-là, je le kiffe, il y a plein de persos, etc. Je t'avoue, partons sur un projet où c'est peut-être moins ambitieux en termes financiers, etc. Que ce soit plus un statement artistique que vraiment un film où il y a des enjeux qui me dépassent. Et du coup, on est retourné, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, il y a ce livre-là qui est inadaptable, ça s'appelle La Nuit des Hyènes de Johan Zarka. Inadaptable parce que c'est très hardcore. Mais il y a une arène, il y a des persos qui me plaisaient bien et j'ai proposé à l'auteur, je lui ai dit écoute, ton livre inadaptable, très compliqué. Par contre, j'aime beaucoup tes persos, etc. On peut peut-être faire une histoire d'amour entre 2 toxicos, quoi. Puis il m'a dit ouais, il est revenu, il m'a dit ouais, pas mal, est-ce que ça te chauffe de le faire? Et je lui ai dit let's go, et c'est ce qu'on est en train de démêler parce que c'est le livre est vraiment très très hardcore, donc c'est inadaptable encore une fois. On a hâte de voir l'adaptation du coup. D'où le problème de financement que j'essaie de faire un déni aussi. Et comment, alors c'est une question pour tous les trois, mais comment on arrive à un moment donné à... Enfin, parce que c'est une montagne en fait, on écrit des courts-métrages, ça fait 20 pages, 25 pages, je pense, c'est un autre court-métrage, enfin, souvent. Et puis tout à coup, on doit écrire 100 pages, donc en termes de structure, en termes de personnages, en termes de... Enfin, tout est on a souvent l'impression, enfin, moi, que je suis passé par là, d'avoir une montagne devant nous pour écrire ce premier long. Et en plus, il y a cette histoire de temporalité où on a beaucoup de retours, on doit réécrire, donc il y a un côté qui peut être un peu de souffrance à un moment donné. Comment vous êtes passé, comment vous avez sauté le pas et quel sera ce rapport potentiellement à la souffrance ou au bonheur peut-être de la réécriture? Moi, c'est de la... En fait, c'est à chaque version que je fais, je me dis c'est la bonne. Faut se dire ça. Et après, quand on commence à avoir les retours, moi j'avais un vrai problème, c'est que j'arrivais pas à entendre les retours. C'est-à-dire que la personne, le consultant me disait les trucs, et dans ma tête, je me disais il dit de la merde, il dit de la merde, il dit de la merde. Et en fait, j'écoutais pas. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais un dictaphone, et je laissais tourner, et du coup, le mec parlait, moi dans ma tête, je n'entendais rien, je disais c'est de la merde, c'est de la merde. Sauf que le soir, je rentrais, et j'écoutais le dictaphone, et en fait, à chaud, j'arrivais pas du tout à accepter les retours. Et à froid, en fait, je me disais, mais c'est pas bête, il a raison, pourquoi pas. Et donc, je prenais les retours le soir. Et en fait, je pense que c'est souvent, sur un long métrage, en tout cas, moi, mon expérience sur mon long métrage à moi, c'était que je voulais aller trop vite au départ. Je voulais très vite aller vers la fin, de me dire, ok, c'est ça, les 100 pages, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il faut, au début, je pense, en tout cas moi, ce que je fais là en ce moment sur mon deuxième, c'est que j'écris pas du tout. Juste, je laisse dans ma tête, je laisse infuser, j'en parle avec des potes, j'échange un peu, je vois comment ça prend ou pas. Des fois, quand je rencontre un prod, je lâche un peu un pitch de 5 lignes en disant voilà, ça va être ça peut croiser. Je prends 2 films en référence en disant c'est ce film-là qui va croiser ce film-là. Est-ce que ça donne envie ou pas? Et je vois un peu les sensations que ça provoque auprès des gens. Et après, à partir de là, il y a comme une réflexion où je vais commencer à me documenter, à faire des recherches, à lire. Et quand j'ai tout ça dans ma tête, je commence à me dire ok, je pose un peu, on va dire, le petit pitch accrocheur qui donne envie. Je mets ça en gros en 3 lignes, 4 lignes. J'essaie de résumer un peu le film que j'ai envie de faire. Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que j'ai envie d'aller voir ce film-là au cinéma? Et à partir de là, je me dis ok, là c'est bon, c'est ça que j'ai envie de raconter. Et là, je fais une note d'intention. Et quand je fais une note d'intention, je me dis pourquoi ce sujet-là il est important pour moi, et je commence à mettre ça sur papier. Et à partir de là, en fait, dans la note d'intention, ce que je découvre, c'est que j'ai des thématiques, des choses qui sont importantes pour moi, que j'ai envie de raconter. Et donc, à partir de là, je vais commencer à tisser mes scènes. Et parfois, quand j'ai des idées de séquences, de scènes, je les mets à côté. Ah, ça serait marrant dans ça. Ah, ça serait... Et donc ça, je mets à côté une liste de séquences comme ça, que je pose comme ça, sans aucun lien, aucune structure. Juste mes désirs, mes envies de cinéma, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme... ou même une séquence de film que j'ai vu, que je me suis dit, oh, génial. Je mets tout ça dedans. Et après, petit à petit, ça se crée. Et donc, je fais un petit document. Au début, je fais un document de 2 pages. Et après, 15 pages. Et à partir des 15 pages, c'est un synopsis. C'est comme si c'était... Il n'y a pas de dialogue. Jusqu'à là, je ne vais pas encore dans les dialogues. Je vais juste dans comme un roman où je raconte ce qui se passe. Voilà, il se passe ça, ça, ça. Et à la fin... Et donc, je fais ce travail-là. Et une fois que le traitement... On arrive à un traitement de, je pense, 25 pages, 50 pages. Et à partir de là, quand on a ce traitement-là, là, c'est plus facile de faire plusieurs versions de ce traitement-là
que de partir dans les dialogués et après derrière de revenir et de tout changer, ça prend un temps fou. Donc jusqu'à que j'ai pas un traitement en béton, je pars pas sur le dialogué. Parce que le dialogué, c'est aussi un autre travail. Et donc à partir du moment où j'ai un traitement qui est validé par tous et dans lequel où je me dis bon bah là c'est bon, et à partir de là, je passe sur du dialogué. Donc voilà, c'est un peu moi mes étapes de travail, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, c'est hyper clair. Et vous? Ouais, c'est très structuré, c'est très planifié. Non, enfin... attends, rappelle-moi la question. La question de base, c'était un peu comment on s'attelle à cette montagne qui est les 100 pages, ouais. Et éventuellement la question du temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout penser à... Enfin, après, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens très talentueux et qui font des super films qui pondent, c'est une façon de le formuler, des versions dialoguées, moi je pense pas en être capable, donc moi je trouve que c'est trop gros à penser comme ça pour moi. Déjà moi je coécris tous mes films, enfin tous mes films, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais mes films. Donc c'est un travail de ping-pong qui est quand même super, enfin moi que j'aime beaucoup et je trouve hyper précieux parce que parfois on s'accroche à des idées quand il y a une des deux personnes qui s'accroche pas à l'idée, ce qui a priori on peut la laisser de côté. Et donc de penser plutôt, voilà moi aussi je fais un chutier avec des envies de scène, des choses parfois qui n'ont a priori pas de rapport, des choses qu'on m'a racontées, des choses que j'ai en tête. Parfois elles trouvent leur place, parfois pas. Et voilà, de procéder par étapes. Après, moi, la réécriture, j'aime plutôt ça. Enfin, souvent, j'ai tendance à être tout à fait d'accord sur le fait que les premières versions, c'est de la merde, enfin, me concernant. Et donc, j'ai pas trop de difficultés à entendre les retours à cet endroit-là. Et je trouve ça plutôt très plaisant de voir comme un oignon dont on enlève les peaux successives, quoi. Comment à la fin, en fait, il reste vraiment quelque chose qui était là depuis le début, mais qu'on voyait pas bien. Je trouve ce travail assez excitant. Parfois, c'est sûr que quand ça prend plus de temps, il y a des coups de moins bien. Mais je pense que savoir s'entourer de gens qui font des retours, c'est facile à dire comme ça, des gens qui font des retours pertinents, mais on en connaît, enfin souvent on peut identifier quelques personnes dans nos entourages. Et ouais, moi je trouve que c'est presque un travail d'archéologue à l'inverse, puisqu'il faut construire, mais on part quand même avec un gros truc au début, et on a envie de mettre beaucoup de choses, et au final, dans ce qui reste, tout est présent, mais en mieux. Donc là, j'ai pas donné de méthode, mais moi j'aime assez ça, ouais, en fait, la réécriture, le travail de vraiment de reprendre tous les Toi, toutes les formes assez rapide finalement, quand tu as eu un peu cette chance, ouais. C'est 2 ans, je crois, l'écriture. 2 ans, ouais, mais avec une co-scénariste et avec toute la matière que moi j'avais en amont. Mais oui, c'est assez rapide, 2 ans. Après, parce qu'on a eu la chance de ne pas passer par des commissions d'aide à l'écriture, des labels, etc. Alors ouais, non, mais c'est une très bonne question. Moi, pour être honnête, moi l'écriture c'est une phase, c'est de la douleur, quoi. C'est vraiment, moi je l'admets, j'aime pas du tout écrire, même de manière générale, j'aime pas écrire, même un mail, j'aime pas écrire. Donc je suis mal barré, et puis quand je me suis rendu compte que le cinéma c'est que ça aussi en même temps. Donc j'ai pas encore hacké le système pour que ça devienne plaisant et ludique. Je pense que ça c'est un travail peut-être qui va venir avec le temps. Mais c'est pour ça que moi je coécris tout. Enfin, j'écris pendant très longtemps seul, comme toi Laurence, où ça va être un mélange où en fait je vais pas écrire, je vais écrire très 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 tard. Je vais regarder énormément de trucs, je vais lire énormément de trucs, je vais un peu glander en fait, je vais procrastiner quoi, clairement. Et ensuite il y a une phase de digestion où je prends tous les éléments et j'écris sur Word. Les gens qui arrivent à écrire sur Final Draft, bravo, parce que franchement j'ai découvert récemment, il y a 3 mois. Non, mais en tout cas, donc ça va être ça va être sur Word, quoi, sous forme de roman, vraiment très bête, comme si je parlais oralement en fait. Et ensuite, ça va être beaucoup d'échanges ping-pong avec quelqu'un. En fait, l'idée, c'est que je pose une base, des désirs, une idée, etc. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui va m'aider à me canaliser, parce que je crois que c'est vraiment ça dont j'ai besoin, d'être canalisé. Voilà. Donc non, l'écriture c'est pas encore l'amour fou quoi. Bon, bah, c'est très bien, ça nous fait une transition pour parler de la mise en scène, à l'épreuve du passage du court au long métrage. Et je propose qu'on regarde des extraits de The Web, parce qu'il y en a 5 extraits qu'on va regarder. 5 extraits plutôt courts.
l'appareil. C'est la 3e fois que je vous appelle cette semaine. Et je voudrais vous parler de l'ascenseur. Alors c'est pas possible. Surtout que c'est nous les locataires qui payons les frais d'entretien. On n'a pas de syndic. On se cotise, c'est quand même 114 € par mois. Alors pourquoi? Pour un ascenseur fantôme qui marche pas? Monsieur, encore une fois, je vous ai expliqué que l'entreprise elle a envoyé un technicien lundi passé. Un technicien? Oui, d'accord, je vous confirme, mais c'était un zozo. Très bien, monsieur, vous adressez à l'entreprise du réaménagement. Je peux vous rediriger, quittez pas, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, écoutez, on va pas se quitter comme ça fait 45 minutes que j'attends. Passez-moi quelqu'un, votre supérieur, je sais pas, mais... Non. Ne quittez pas, nous vous mettons en relation avec votre correspondant. Nous sommes déjà tous occupés pour le moment. Nous allons répondre à votre appel dans les plus brefs délais. Oui. Oh, il y a quelqu'un! Vas-y! Je suis calme. Qui a dit que j'étais là? Écoutez, je vais devoir rediriger votre appel, d'accord? Il y a beaucoup de gens ici. Jamais. Laissez-moi finir. Je ne fais que suivre un protocole et je fais mon Mais arrête ce que je te dis! Arrête, écoute-moi maintenant, écoute-moi! Fin de la communication. Cette communication vous sera facturée 52,45 €, qui seront Votre piano, vous devez le savoir. Écoute-moi, tu vas m'écouter, ok? La solution que je te propose, c'est que tu appelles ton patron. Tu vas lui dire que dans cet appartement et dans ce bâtiment, il y a un problème avec un ascenseur depuis 3 mois et qu'il faut qu'il l'arrange et qu'il me rende ma caution à Madame Ortega, ok? Il touche pas ma caution. C'est ça la solution que je te propose, t'as compris? Madame Ortega, on va rester au vous, d'accord? On se connaît pas, on va rester au vous et on va rester poli. Alors on fait cet état des lieux et après, on se voit plus. Alors dites-moi que vous avez une solution. Ils sont là depuis 43 heures. Bientôt 2 jours que nos vaillants participants se battent. Ils ne lâchent rien. Qui repartira avec ce souci de règle de valeur, rappelons-le, de 59 999 €. Vas-y, on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. T'es sûr que tu vas le faire bien? Mais il a ramené son couteau, tu crois, il va faire quoi avec son couteau? Mais c'est dangereux. Ah, vas-y. Elle les écoute pas, fais ce que tu veux. Elle ferme ta gueule. Mais qu'elle les écoute pas, elle écoute pas, ferme ta gueule, tu fais ça juste pour les followers, je sais pas ou quoi. Non, mais t'inquiète, je vais le faire. Sors ton couteau, fais-le. Les gars, est-ce qu'on est chaud de dépasser 3 000? Vous êtes chaud ou pas? Si tu veux pas le faire, Il a ramené son couteau, il veut le faire, il va le faire. mais regarde, ça se voit, il veut pas le faire. Vas-y, mais de toute façon, tu le fais, hein, jusqu'au bout. Allez. On y va. Arrête-toi. Ok, c'est bon, t'es chaud? Ouais. Let's go. Oh, j'ai encore tous mes doigts. Le coup de pied, chap. L'espace entre mes doigts. Attends. Y'a quoi? Quel attends, c'est en train de filmer. Mais faut qu'il tape plus fort. Tu veux qu'il se blesse ou quoi? Mais il doit planter plus fort, c'est Mais elle écoute pas, elle écoute pas. Non, j'avoue. Vas-y, c'est bon, c'est pas comme ta gueule. Allez, il a raison, mon Non, gars. j'ai raison. Allez, on commence là. Allez, non, c'est bon. J'ai encore tous mes doigts, le couteau fait chop. Si je loupe l'espace entre mes doigts, le couteau s'y plantera. Et si je loupe mes doigts, ça m'en sortira. Mais je joue quand même assez. Allez, un peu plus vite là, oui, t'as vu. Donc là, on a vu 2 extraits de Bonobo et 3 extraits de Fair Play. Tes courts-métrages sont très marqués au niveau de la mise en scène, déjà c'était film choral un petit peu. Il y a une très grande importance du montage, qui est même
un rythme, du rythme quasiment musical. Il y a une accélération du rythme, il y a une importance de la musique en tant que telle, des ralentis. C'est des choses qu'on trouve dans tes deux films. Est-ce que tu imagines ton long dans cette même dynamique? Et en quoi tes courts-métrages t'ont permis de tester des choses? Et en quoi tu imagines une continuité ou plus une rupture en passant au long-métrage par une mise en scène? À la base, moi je faisais de la musique en fait, je faisais énormément de musique. Donc c'est vraiment la musique qui m'a donné envie de faire du cinéma en fait, c'est à travers la musique, le son, etc. Donc ça c'était une des premières choses, c'est que le rapport au rythme, quelque chose comme ça, moi ça me parle beaucoup, ça me plaît beaucoup. Après, en termes de... C'était quoi déjà la question? C'était en termes de mise en scène Est-ce que tu imagines une continuité ouais. Une rupture Une rupture un peu. Ouais. Alors il y a des trucs que j'ai envie de garder, il y a peut-être des idées un peu techniques comme ça qui me font kiffer, des couleurs, des choses comme ça. Mais sinon c'est une rupture, ouais. J'envisage de faire une rupture, de tester quelque chose d'autre maintenant. Comme je disais, là, ce projet de long, là, en regardant les extraits, ça fait vraiment pas de sens, on voit un peu des gens un peu partout. Je suis vraiment navré, j'aurais dû prendre un extrait de 5 minutes, mais là l'idée c'est vraiment que je maxe autour d'un seul personnage, enfin que je fasse quelque chose que j'ai pas vraiment fait en fait, que je maxe autour d'un personnage et qu'on le suive, tu vois, de A à Z, et que là on a vraiment plein de points de vue, etc. Là je prendrais un point de vue, et après, non, il y a des trucs que je garderai, il y a des désirs, des volontés, tu vois, un peu de... Comment essayer de ramener un peu un aspect de rythme, bien sûr. Une volonté de donner un peu un bonbon visuel, un truc comme ça. Donc ouais, la rupture c'est un peu le bon mot, je pense, tester quelque chose d'autre. Et Hélène, toi un peu la même question, mais d'autant plus que ton long en quelque sorte, le long de ton cours, du coup, comment tu penses la mise en scène pour la préparation de ton long? Est-ce que tu la penses déjà, parce que le scénario prend beaucoup de place? Est-ce que tu as le temps de la penser? Est-ce que pour toi ton court-métrage est un peu matriciel de ce que tu imagines faire en termes de mise en scène, ou tu as vraiment envie de tester, de t'en détacher, de tester de nouvelles choses? Ouais, je la pense parce que là on est plutôt dans une phase où on touche moins au scénario et on commence à parler découpage, à parler décor, donc c'est au cœur du moment pour moi. Moi c'est plutôt dans une rupture aussi parce que le court-métrage il a été fait dans un cadre assez contraint, mais très clairement, ne serait-ce que dans la grammaire. Là, ce qu'on est en train d'imaginer pour le long métrage, c'est plutôt quelque chose avec une caméra fixe ou sur dolly, que le court métrage est beaucoup à l'épaule pour plein de raisons. Le travail sur la lumière, disons que l'appartement du court métrage ne reflète pas du tout moi l'espace dans lequel j'ai travaillé, qu'on a envie de travailler sur des semi-pénombres, des cadres dans le cadre, des choses qui ne pouvaient pas trouver leur place dans le court-métrage, celui-ci, parce qu'il partait plus d'une envie de récit que d'une envie de forme. Et j'ai l'impression que parfois en court-métrage, c'est pas évident de mener toutes les batailles de front à cet endroit-là, selon le cadre dans lequel on fait le film, et ses moyens. Et donc non, je dirais pas qu'il est matriciel du tout à cet endroit-là. D'ailleurs, je l'envoie pas aux collaborateurs avec qui je travaille sur le long. Enfin, sauf s'ils me le demandent, mais plutôt pour parler, disons, en contraste. C'est pas une base de travail du tout. Voilà. Ok, super. Et toi, Laurence, toi c'est un peu différent parce que tu as tourné. Dans tes deux cours, on sent déjà une évolution, j'ai envie de dire qu'on passe un peu du drame à la tragédie, quelque part. Le personnage principal de Joel Rayman, il est plus silencieux, les mouvements de caméra ils sont plus amples, il y a quelque chose de plus solennel, plus atmosphérique dans la mise en scène. Est-ce que tu as continué à aller dans cette direction dans le long métrage? Et surtout, est-ce que le long t'a imposé des limites que tu n'avais pas sur le cours, ou inversement t'a ouvert de nouvelles perspectives, possibilités que tu n'avais pas sur le cours? Moi c'était un peu dans la continuité. En fait sur le premier cours c'était un court métrage qui était assez nerveux, mon cours de la Fémis, parce que je m'en rendais pas du tout compte à l'époque où je faisais ce film, où je voulais faire un film d'action, donc on n'avait pas les autorisations, je prenais le scooter et je roulais en plein sur le trottoir, on faisait semblant qu'on avait des gens pour sécuriser, pas du tout, et que s'il y avait les flics qui arrivaient, on se faisait arrêter, fin de tournage, mais j'étais dans un truc de allez on y va. Et en fait, il y avait un truc très nerveux dans celui-là, dans la mise en scène et dans tout ce que ça impliquait. Et après, en fait, sur le deuxième, j'ai voulu un peu poser les choses, aller dans un truc, comme tu le disais, un peu plus atmosphérique, et radicalement à l'opposé d'un truc, on va dire, il y a un petit côté plus fébrile, plus... on ne sait pas vers où on va. Et là, j'avais besoin de cadrer les choses, de me dire, ok, dans Little Jaffna,
c'était la première fois que je réalisais, donc il y avait un côté où j'avais pas forcément tous les codes, et donc j'apprenais, et moi j'ai appris en faisant. Et donc sur le deuxième, j'avais ce truc de me dire Little Jaffna, c'était pas une erreur, mais je devais confirmer. Donc ça m'a mis une petite pression où je voulais mieux faire, donc j'essayais de montrer un peu la mise en scène, d'être un peu plus, on va dire, dans la maîtrise. Et en fait, le long métrage, ça a été pour moi l'équilibre entre les deux. Pour moi, il y avait aussi ce côté où c'est bon, je sais ce que c'est que la maîtrise, je sais ce que c'est aussi cette liberté que j'avais sur le premier cours, et je voulais garder cette liberté et cette fraîcheur que j'avais sur le premier cours de allez go, on y va, c'est de l'action et on se pose pas de questions. Et en même temps, je voulais garder cette ampleur qui avait un peu plus spectaculaire dans des mouvements de caméra ou dans de la mise en scène. Mais il y a aussi ses limites parce que sur un court-métrage, on peut se dire allez, on y va. Par exemple, il y a tout le temps des séquences de bagarre dans mes films. Et à chaque fois, en fait, les séquences de bagarre, ce qu'on faisait, c'est que les séquences de baston, on les mettait à la fin. Et donc, je me bastonnais et derrière, j'étais blessé. Et j'étais en montage, donc j'étais blessé et j'étais en montage. Sauf que là, sur le long-métrage, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, pour une question de sécurité et d'assurance de trucs, on a mis les séquences de cascade dès le début, donc la première semaine de tournage. Et la première semaine de tournage, je me fracture le poignet. Et j'ai dû continuer cette semaine derrière à tourner avec le poignet fracturé. Et là, je me suis dit, ah mince, cette logique qu'on peut avoir dans le court-métrage de dire, allez, on y va, on fonce, sur un long-métrage, c'est de l'endurance. Donc il y a aussi ce truc-là qu'il faut prendre en compte et se dire, il faut durer, en tout cas le plus longtemps possible, parce que je joue et je réalise, donc du coup, il y a toujours ce truc-là de tenir sur l'ensemble de la période du tournage. Voilà. Alors, le temps passe très vite, on va devoir passer aux questions du public. Avant, j'aimerais quand même poser une dernière question, et du coup, réponse le plus rapidement possible, mais je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ces sujets de mise en scène. C'est, en passant au long métrage, est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez travaillé avec les mêmes techniciens, avec les mêmes comédiens aussi est-ce que vous êtes les mêmes collaborateurs, parce que c'est vraiment un enjeu de mise en scène, vraiment ou est-ce qu'au contraire, là aussi, il y a eu des enjeux différents qui ont... Est-ce que c'est plutôt contraint ou choisi aussi, ce passage? Je vais aller vite. Moi, c'est la même équipe du court jusqu'au long. Il y a eu quelques ajustements, mais mon chef-op, ma script, c'est des gens qui me connaissent par cœur, et donc le fait de jouer et de réaliser, ça me permettait d'être assez libre parce que autour de moi, j'avais que des gens qui me connaissaient. Voilà, c'était rapide. Trop bien, c'était parfait. Moi, j'aurais bien aimé, mais il se trouve que les personnes avec qui je voulais continuer à travailler sont plus dispo parce qu'elles sont sur d'autres projets de long métrage. Qu'en fait, les équipes techniques aussi, elles sont parfois prises bien en amont. Donc, notamment, on avait le même chef-op avec Laurence et il ne peut pas faire mon film. Donc, c'est douloureux et en même temps, c'est la vie. Enfin, ça oblige à rencontrer d'autres personnes, d'une certaine manière, à se mettre en risque aussi sur cette question de la mise en scène, de formuler des choses. Enfin, c'est un endroit d'inconfort qui, je pense, peut être intéressant. Et après, il y a des personnes avec qui je ne travaille pas aussi. Moi, il se trouve que j'ai une productrice qui fait rarement des premiers longs métrages. Donc, est rapidement arrivé dans la discussion les enjeux de constitution d'équipe entre à la fois des gens desquels je me sens proche et avec qui je me sens bien et avec qui j'ai envie de poursuivre le travail, et à la fois d'avoir d'autres personnes à d'autres postes, certains postes clés dans l'équipe qu'elle connaît bien et qui par ailleurs ont peut-être plus d'expérience et peuvent m'apporter des choses à cet endroit-là. Et donc on essaye de faire un équilibre. C'est une réflexion en cours. Voilà. Et toi, Zoël, tu as envie de continuer avec les mêmes personnes, a priori Oui, j'aimerais bien. Après, je pense que ça va être hybride. Moi, j'ai beaucoup travaillé en coproduction, donc franco-suisse. Donc, je vais travailler avec une équipe à moitié suisse. Là, on est quand même dans une config beaucoup plus franco-française tout court. Donc, je pense qu'il y aura un 50% de nouveautés, et tant mieux même, en fait. Plus du neuf, en fait. Ouais, ça me parle. C'est comme une équipe de foot, quoi. Tu as des transferts et tu as des nouvelles personnes avec qui, c'est ça. Super. Ben, je pense que c'est un peu le moment de passer aux questions du public. Alors c'est Godefroy, c'est toi qui t'en occupe. Je crois qu'il y a une question. Bonsoir, merci pour ce round table. J'ai une question pour Laurence.
À part des questions créatives, le marathon de tourner un long métrage, en faisant ce premier long, au côté production, financement, et puis après festival, distribution, vente, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris dans cette période que vous auriez bien aimé savoir avant? Quelles sont les leçons ou les surprises de l'industrie du long métrage que vous avez eues? Hey. C'est une très bonne question. Alors c'est sûr que sur ce film, j'ai beaucoup appris sur un long métrage, et je pense que plus on en fait, plus on apprend. C'est un truc bateau, mais c'est vraiment vrai. Après, moi, le truc le plus, on va dire, douloureux, et en même temps ce que je suis en train de vivre là en ce moment, c'est qu'une fois que le film il est terminé, et que voilà, on a fait le final cut, tout est bien, parce qu'en France on a la chance d'avoir le final cut, tant mieux, tout est bien fait et tout, derrière on le donne au distributeur. Et quand on le donne au distributeur, derrière on n'a plus notre mot à dire. On n'a pas notre mot à dire sur la bande-annonce, on n'a pas notre mot à dire sur l'affiche, on n'a pas notre mot à dire sur quel festival on va faire. En fait, ça ne nous appartient plus. Et ça, c'est très dur parce que jusqu'à présent, sur mes cours et sur mon moyen métrage, j'étais toujours dans le contrôle. C'est moi qui envoyais les films dans les festivals, je suivais les choses. Et là, même l'affiche ou tous ces trucs-là, je sentais que voilà. Et là, je sens que je suis loin de tout ça. Et donc, je me dis, ok, c'est un moment où faut laisser. Et aussi, le truc que j'apprends, c'est que dans, on va dire, tout ce qui est... je parlais beaucoup de loyauté au début, en me disant, voilà, j'ai fait avec la même équipe, et on va dire que ça a ses limites aussi à un endroit, c'est que quand on est tous des jeunes loups, il y a un endroit où moi, il m'aurait fallu un peu plus d'expérience à certains postes clés pour tenir. Parce que ça a été pour moi très éprouvant, tout côté post-production, parce qu'il y a un endroit où on apprenait tous sur mon film. Donc il y a un endroit où il y avait des erreurs, et c'est normal, mais du coup, il y avait un côté où, avec du recul, je me dis, à certains endroits, j'aurais dû lâcher prise et prendre des personnes plus confirmées que moi pour m'épauler à certains endroits. Donc voilà, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ça que j'en retiens de cette aventure, et surtout de ne pas d'avoir une doublure cascade pour la prochaine fois. Bonjour, salut à tous. Pour continuer un peu sur cette question des festivals, j'ai vu que tu avais fait un très gros festival. En tout cas, moi, très gros, en tout cas, perso, je le connaissais pas, je suis là. Oui, c'est celle qui pose des questions au festival cinéma en lieu, ça. Donc le Red Sea Festival, ça avait l'air d'être une dinguerie, et notamment avec Spike Lee et tout ça. Et en fait, la question n'est pas valable que pour lui, hein, mais pour vous tous aussi. Quand on est jeune cinéaste, parce que du coup on peut être à différents postes, on nous encourage à aller en festival. Bon, en vrai, le festival, au bout d'un moment, ça coûte de l'argent, à moins d'avoir un film à faire en promo, et là, du coup, ça tombe bien. Mais je voulais savoir quelles sont les expériences de festival qui vous ont le plus marqué, et finalement, peut-être une anecdote sur ce que ça a pu donner comme vraie opportunité derrière, quoi. Pas juste j'ai été à Cannes et j'ai fait la queue pour avoir une invite, tu vois. Toi, tu as un film qui a été au festival, un long métrage, donc peut-être c'était plus... Ok. Enfin, si... Allez, j'y vais. Alors moi, une expérience qui m'a... Toronto, par exemple. Il y a Venise et il y a eu Toronto. Venise, j'étais tellement stressé parce que c'était la première fois que je présentais le film, que j'avais l'impression que mon âme était sortie de mon corps et qu'il était à côté, et du coup j'ai eu aucune sensation lors de la projection. Je voyais des gens qui me parlaient, j'entendais pas, donc il y a un truc où je suis sorti de ça et je me suis dit ouais, tout ça pour ça. Et donc je l'ai mal vécu, Venise, en vrai, mais c'était sympa, hein, mais moi je l'ai mal vécu personnellement. Toronto, avec l'expérience que j'ai eue à Venise, je me suis dit je vais essayer de profiter. Et en fait, quand on arrivait à Toronto, et la chance que j'ai eue à Toronto, c'est qu'il y a une forte communauté tamoule là-bas. Moi, je savais qu'il y en avait un peu, mais je ne pensais pas autant. Et on arrive dans une salle où, normalement, à chaque fois qu'on va en festival, on ne sait pas si la salle va être pleine comme ça, on ne sait pas. Donc on arrive, c'est la surprise. Et nous, on arrive, c'est une salle de 1500 places. Et je me suis dit, s'il y a 20 personnes, ça va être très dur de parler, d'avoir le sourire et tout. Mais ils sont là, s'ils sont 20, ils sont 20 et on va parler pour eux. Et on arrive et en fait, c'était complet.
Et quand c'était complet, je voyais toutes les têtes et à un moment donné, au tout début, j'arrivais à peine à parler en regardant le public. J'avais toujours j'étais tellement mal à l'aise que je regardais que les pieds et les chaussures des gens. Et en fait, progressivement, en fait, de voir en tout cas un tel accueil, une telle ferveur quand je suis arrivé pour présenter le film, je me suis senti comme une rockstar. Je suis arrivé, j'ai fait, est-ce qu'il y a des tamouls dans la salle? Et là, il y a tout le monde qui commençait à hurler. Et là, j'ai fait, waouh! Et en fait, ça a été une de mes plus belles expériences de tous les festivals. C'est vrai que Toronto, ça a été une super expérience où je me suis dit, bon, bah, maintenant j'ai vécu ça. Maintenant, le reste, c'est que du bonus. Donc, c'est un endroit où et pour les longs métrages, souvent, on est invité. Donc, je paye rien de ma poche jusqu'à présent. Donc on va, on se présente et on présente le film et tout, et après on revient. Mais ce qui est, on va dire, dans les expériences de festival, le plus dur, je pense, c'est de savoir il y aura du public ou pas. Moi, je sais que par exemple à Namur, je suis allé sur une salle de, je crois, 300, 400 places, ils étaient 40, et on était avec toute l'équipe. On avait l'impression qu'on était plus que le public. Et donc je voyais tous mes jeunes comédiens qui étaient dans le film, qui me regardent, que ça, ils sont où tous les spectateurs? Et là je suis désolé, là c'est la roulette, quoi. On sait pas quand il y a du monde, donc c'est un peu l'inconnu, mais en même temps là on essaie de profiter comme on peut, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Non, bah après moi j'ai pas eu de film, enfin si, des courts-métrages en festival. Moi je vais en festival que quand j'ai un projet qui est directement ou indirectement lié, c'est-à-dire soit parce qu'il y a un forum avec des présentations de projets, des pitchs ou des ateliers, ou que j'ai un projet à sélectionner. Sinon, je suis très mal à l'aise moi en festival parce que c'est le côté mondanité qui me déplaît beaucoup, et j'ai l'impression que, en tout cas quand on y va avec un projet, il y a une sorte de, on est là pour quelque chose, et du coup ça facilite aussi les discussions. On est moins angoissé à l'idée de parler à des gens parce qu'on est là pour quelque chose, pour le travail en fait. Donc voilà, après je sais que quand on est jeune auteur, réalisateur, cinéaste, on nous recommande d'aller en festival. Moi c'est un truc que je trouve hyper angoissant, mais je sais que ça peut servir par ailleurs. Je pense qu'il faut y aller pour participer à des forums, des rencontres, des ateliers le plus possible, parce que d'un coup ça fait qu'on a moins l'impression d'être à devoir, comme tu dis, faire la queue pour avoir une invitation. Voilà, moi j'ai jamais été à Cannes. Je pense que j'irai jamais, sauf si un jour j'ai un projet qui y est, mais c'est un choix. Un peu pareil, c'est-à-dire que... Toi, t'es parti quand même au Kazakhstan, je sais pas quoi. Ah, au Kurdistan, comment tu sais? Je t'ai dit. Ouais, non, mais ça c'était génial. Bah, en fait, moi, quand je vais en vrai, je vais dire, moi, quand je vais en festival, je fais tout sauf regarder des films. Donc je traîne, tu vois, je vais manger, il y a des interprètes, tu sais, culturellement c'est grave intéressant. Tu as la chance d'aller en Corée du Sud, tu vas là-bas, tu vas goûter leurs poissons. Donc en vrai, je fais tout sauf regarder des films parce que c'est comme aller au bureau, quoi, tu vois. Ouais, grave. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis c'est l'occasion. Après, tu fais des très belles rencontres. Tu sais jamais sur qui tu tombes, des gens avec qui tu gardes contact, des réals d'autres pays, etc. Mais les quelques fois où je suis allé en festival, où c'était vraiment en mode un peu plus festival friendly, quoi, c'était parce qu'il y a une équipe, tu as envie d'enjoy avec les comédiens, parce qu'ils sont peut-être, certains d'entre eux sont jeunes, donc ça leur permet d'avoir une visibilité, d'inviter leur famille et d'être vus sur le grand écran. Mais outre ça, pour ma part, comme tu as dit, quoi, j'essaie d'éviter, à moins que j'ai vraiment un projet, mais même je trouve que voilà, moi je fais tout sauf le côté je mate des films et tout. Au contraire, je vais manger, etc. boire. Bonjour, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Moi j'avais une question pour revenir sur le passage du court au long. D'un point de vue plus personnel, je voulais savoir si vous étiez, enfin à quel moment vous vous étiez senti prêt à passer au long. Est-ce que vous êtes prêt depuis le début et que c'était une impatience, ou est-ce que c'est vraiment gravir des marches et à un moment passer au long? Voilà. Moi, je sais pas si je suis prête. Enfin, à la fois, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est un autre format. Enfin, là, par exemple, typiquement, je suis dans ces questions-là, d'un coup, de parler à des gens de ce que va être le film et tout ça, et intérieurement, de me dire,
ouh là là, est-ce que tu en es capable? En même temps, j'ai l'impression qu'on se pose toujours ce genre de questions. Il y a selon les personnalités aussi. Et en même temps, j'ai l'impression que ça arrive quand le temps et tout un tas de facteurs ont décidé que c'était le moment pour toi. Il y a des gens qui passent au long après un seul court-métrage. Moi, je sais pas, j'en ai fait 7 ou 8 avec ma sœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle et que quand tu as l'opportunité de le faire, c'est aussi parce que il y a souvent on dit que le court-métrage c'est un endroit d'expérimentation, de travail sur la forme et tout. Moi je trouve ça super, mais on vit pas dans le court-métrage. Du coup on veut tous aller au long-métrage aussi pour cette raison, au-delà du fait que les films soient vus par des gens en salle, ce qui est quand même l'objectif. Mais du coup j'ai l'impression que la question de est-ce que tu es prêt ou pas, en fait elle se pose pas à la première personne. Enfin, je sais pas vous. C'est votre question. Non, mais pareil, c'est aussi une question financière, ouais, c'est comme tu as dit, quoi. Au court-métrage, en vrai, tu prends autant enfin, c'est énergivore, ouais. Comme un long, presque, par moment. Sauf que tu fais un format de 20 minutes, ton producteur, il galère un peu plus aussi. Donc le long métrage, c'est un peu une suite quelque part logique, sauf que potentiellement t'es payé à écrire, t'es un peu mieux payé à écrire, t'as un projet qui peut un peu plus résonner, donc c'est comme ça que je le vois. Est-ce que je suis prêt? Même moi, je sais pas si je suis prêt. On verra. Enfin, je suis un peu comme toi, mais à un stade encore plus bébé. Non, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait de cours et qui réalisent des longs qui sont super. Et t'as des gens qui ont fait des dizaines de cours et en fait le passage de long se passe pas si bien. Donc j'ai l'impression qu'en fait on a peu à voir avec ce truc-là. Moi, pour ma part, c'était un truc où j'avais fait un cours de 20 minutes. Après, j'ai fait un moyen métrage de 40 minutes. Et donc je me suis dit, ok, petit à petit, j'essaie de grappiller des minutes pour me dire j'arrive à capter l'attention des gens pendant un temps de durée. Et en fait, sur le long, quand je suis arrivé sur le long, en fait, je me suis dit, et ça, je sais pas si ça peut marcher pour vous, je me suis dit que c'était pas mon premier film, mais c'était mon dernier film. Et de dire ça, en fait, j'avais la sensation que j'avais rien à perdre. Et que si je le foire, je le foire, tant pis. Si je le réussis, tant mieux, mais que ce serait le dernier. Et donc, il y avait un côté où, limite kamikaze, mais moi, c'est ma manière d'y aller, c'était un truc de ça passe ou ça casse. Mais t'as réussi à le désacraliser Pour moi, c'était vraiment, c'est mon dernier film. Et donc, il y avait un moment donné où quand il y avait des décisions à prendre, je disais, c'est pas grave, c'est mon dernier film, on le fait comme ça et tant pis, c'est pas grave. Et donc, il y avait toujours ce truc, et vraiment, c'était pas une excuse. Dans ma tête, j'étais vraiment matrixé pour me dire, c'est mon dernier film. Parce qu'on sait pas, comme disait Hélène, c'est qu'on sait pas comment le film va être reçu derrière. Moi, je suis en train de vous parler, le 30 avril, je vais être comme ça en me disant est-ce que les gens vont se déplacer pour aller voir le film en salle? J'en sais rien. Et donc, du coup, je me suis dit, la seule personne qui doit kiffer voir ce film, c'est moi. Et donc, à partir du moment où je me suis mis ça dans ma tête, je me suis dit, je vais aller dans cette direction-là, et ça passe ou ça casse. Moi, mais après, c'est pas un bon conseil, mais moi, c'est ma manière de faire pour pas avoir peur, quoi. Parce que souvent, quand on se dit c'est notre premier, on doit bien faire, est-ce qu'on sait faire, on se met la pression. Et il y a tellement déjà de la pression autour qu'il n'y a pas besoin de s'en mettre encore plus. Donc moi, j'étais plus dans un truc de venez, on va kiffer. C'est une fois dans sa vie, donc venons prendre du plaisir à faire ce film. C'était un peu ça ma mentale. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'un des enjeux, c'est de garder son innocence créative. Et en fait, c'est hyper compliqué avec les enjeux. Et c'est une manière, un mindset pour garder cette innocence, quoi. Oui. Et surtout quand il y a des distributeurs qui vont te dire je pense que le cinéma c'est ça, ou des réels. Et là tu dis non, ça c'est mon cinéma, c'est comme ça, c'est mon dernier film. Donc je le signe comme ça. Et vraiment, moi ça m'a aidé tout le long de la fabrication, de penser comme ça. Et maintenant, une fois que le film est terminé, je me dis oh, c'est un petit mytho, peut-être je peux faire un deuxième. Voilà. Hélène, tu voulais rebondir? Non, mais parce que parfois on se dit il faut avoir un cours qui annonce le long, ou si on a fait des cours qui sont très différents de notre projet de long. Par exemple, on va se dire que pour les aides je sais pas, convaincre un distributeur, ou à l'avance sur recette, ou à toutes sortes d'enjeux financiers, ils vont vouloir voir quelque chose qui pourrait ressembler à ce que ce sera. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle. Quand c'est trop proche, on dit ah ouais mais ça existe déjà. Enfin, en fait, je pense que quand il y a une envie d'un film qui a la forme longue, c'est que c'est le moment, quoi.
Ça, c'est. J'ai une petite question. Alors, c'est la dernière question, visiblement, je pense. Désolé, ça passe très très vite. Donc, ce sera la dernière question. Souvent, sur le marché américain, pour financer un court-métrage, c'est très difficile de passer de court à long parce que souvent, ça dépend des prix que vous avez gagnés et aussi, ça dépend de les festivals que vous avez participé. C'est la même chose en France? Ça joue. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose dans le sens où c'est aussi décisif, mais je sais que par exemple, enfin je crois savoir, je ne sais pas, peut-être que vous me direz le contraire, mais avoir un court-métrage qui cartonne en festival, peut-être qui va au César, peut-être qui remporte des prix et tout ça, c'est sûr que ça permet d'enclencher peut-être plus rapidement le développement d'un long-métrage. Ça ne veut pas dire qu'il sera financé facilement, parce que ce n'est pas du tout les mêmes acteurs. C'est-à-dire que les gens du court et les gens du long, globalement, ne se connaissent pas. Enfin, en France, dans les chaînes, par exemple, c'est pas les mêmes personnes. Donc ça n'a pas une incidence sur tant que ça sur le... Mais c'est sûr que ça permet d'être repéré, qui est peut-être d'enclencher quelque chose plus rapidement, j'ai l'impression peut-être. Je suis pas sûre que ce soit vrai à tous les coups. Je suis assez d'accord. En termes de financement, je pense pas, mais ça permet au moins de trouver un producteur plus facilement, je pense, un producteur avec qui échanger. Mais après je pense que je te rejoins beaucoup sur ça. Je me dis que ça va pas en termes de financement. Je connais des gens, ils ont fait des très belles sélections, etc. Ils ont obtenu des refus, quoi. En fait, en France, les films se financent quasi exclusivement, exclusivement sur le scénario. Et donc, certes, le parcours du réalisateur ou de la réalisatrice en amont, en court-métrage, compte, mais si derrière le scénario ne convainc pas, soit parce que le sujet, il y a un truc avec les... Enfin, il peut y avoir plein de raisons, je ne sais pas pourquoi, il y a des très bons scénarios qui ne se financent jamais, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, ça ne parle pas ou quoi qu'est-ce, ça ne va pas permettre au film de se financer. J'ai l'impression. Vous avez tout dit. Ouais, si je peux ajouter un truc, c'est pour moi, et je pense que c'est là où on a de la chance en France, c'est que le scénario, c'est le papier qui va compter en fait. Et malgré qu'on ait fait des festivals ou pas, c'est peut-être plus facile quand on a eu des festivals d'avoir des producteurs. Je pense que ça c'est le truc qui va faire que d'avoir un producteur qui est un peu plus établi, qui a une bonne réputation. Donc quand on arrive au CNC avec ce producteur-là, ils vont se dire ils sont capables de financer ce film-là. Ça aide en commission, c'est certain. Mais maintenant, je pense que parfois, il y a... Et c'est pour ça que je vous parlais des labels et de l'importance des labels, c'est que plus on en a, plus on a envie de lire le scénario. Et donc, c'est aussi ça, quand moi je suis arrivé à l'avant, pour vous donner un exemple, l'avance sur recette, j'ai pas voulu envoyer mon projet avant 5 ans. J'ai voulu que le scénario il soit tellement solide que je me suis dit, je ne l'enverrai que à ce moment-là. Et à un moment donné, je suis arrivé, et financièrement aussi, j'étais arrivé à la limite. Et c'était, on le dépose et on voit si ça passe ou pas. Et on passe en plénière différée. Et on nous donne du coup quelques mois pour réécrire, pour le retenter. Et donc, il y avait et on l'a eu comme ça, l'avance. Et à partir du moment où on a l'avance, c'est toutes les chaînes, les trucs, ça tombe, et c'est un peu comme un... Et pour vous donner un exemple, pour un premier long métrage, un film où on m'avait dit que c'était impossible à financer, j'ai eu 5 millions pour le faire. Voilà. Donc c'est possible. Je pense que c'est un bon mot de la fin. On espère tous avoir autant d'argent au fin de vie. Merci beaucoup à tous les trois. C'était super.